Merci Béatrice pour cette belle introduction. Merci à vous d'être venus pour entendre parler de cathédrale à cette heure tardive, en ce début de soirée, et revenir à certaines périodes de l'histoire des cathédrales qui sont moins bien connues, sans doute, que les périodes où on les a construites et que les périodes où on les a restaurées. Cet entre-deux de l'histoire des cathédrales, c'est un entre-deux qui commence et qui s'achève avec destruction et reconstruction. En effet, l'époque moderne pour les cathédrales, ce sont deux traumatismes. D'abord, un traumatisme d'entrée, les guerres de religion. Ensuite, un traumatisme de sortie, la Révolution française. Deux traumatismes qui ont à chaque fois été pensés et qui ont été à chaque fois utilisés pour des reconstructions qui sont non seulement des restitutions, non seulement des restaurations, mais des reconstructions, qui précède le siècle des saints, la floraison de la réforme catholique à la française pour le premier, et qui précède l'invasion mystique du XIXe siècle français pour le second, avec le retour vers le Moyen-Âge. Au-delà de ces deux exemples, ce que j'aimerais vous proposer ce soir, c'est une lecture quelque peu paradigmatique, qui pourrait éventuellement s'appliquer à d'autres contextes, à d'autres lieux, à d'autres temps, c'est-à-dire comprendre en quoi il y a un paradigme dans la destruction et la reconstruction d'un édifice sacré. C'est-à-dire que la destruction d'un édifice sacré n'est jamais anodine. La reconstruction d'un édifice sacré l'est encore moins, parce qu'à chaque fois, il s'agit d'affirmer, de réaffirmer ou d'avoir un transfert de sacralité. Alors, la cathédrale, pourquoi finalement la cathédrale? Parce que la cathédrale, c'est un édifice identitaire. La cathédrale, en France, c'est l'édifice qui fait la ville à partir du Moyen-Âge jusqu'au début de l'époque contemporaine. Toute agglomération est ville parce qu'elle a une cathédrale, ce qui lui donne le titre de civitas. S'il n'y a pas de cathédrale, c'est un bourg, c'est une agglomération, ça n'est pas une cathédrale. Donc la cathédrale est au cœur d'une lecture qualitative de l'espace urbain, et ce, depuis près de 17 siècles en France, suivant des modalités différentes. D'abord des modalités liées uniquement à la hiérarchie ecclésiastique, et depuis le XIXe siècle, liées à la réalité monumentale, patrimoniale et culturelle que ces édifices apportent à toute cité, au même titre que d'autres édifices, c'est-à-dire qu'on a véritablement une fonction métropolitaine qui tient dans l'édifice cathédral. À chaque fois qu'on a un conflit ou une crise identitaire dans ce contexte, évidemment, l'édifice emblématique qui fait la réalité urbaine va être au cœur des traumatismes. Or, c'est bien ce qui se joue à la fois avec les guerres de religion et avec la Révolution. Avec les guerres de religion, la ville devient soit le bastion catholique, soit au contraire le bastion protestant. Dans les deux cas, la cathédrale aura une place différente, bien évidemment. Et ensuite, dans le contexte de la Révolution française, dans la table rase qu'on doit faire du fanatisme et du passé, la cathédrale, évidemment, représente un édifice tout à fait majeur. Donc, une fois que ces cathédrales ont été détruites, on s'inscrit forcément dans une démarche mémorielle. Toute reconstruction est forcément un geste mémoriel. Encore faut-il savoir à quoi on a affaire. En effet, on peut avoir affaire soit à une destruction de la cathédrale, c'est-à-dire une action forte, une action brutale, qui met à bas l'édifice dans la volonté de l'abattre, ou bien une démolition qui est un geste réfléchi de la part des autorités d'effacement d'un édifice devenu gênant. Dans les deux cas, les logiques peuvent s'entrecroiser. Néanmoins, il faut les distinguer. Qu'est-ce qu'on fait une fois que l'édifice est en ruine? Tout d'abord, est-ce qu'on ne peut pas le reconstruire pour des raisons tout à fait matérielles ou des raisons de besoin? Ensuite, est-ce qu'on décide de ne pas le reconstruire pour faire de la ruine la mémoire de l'événement traumatique? Ce qui suppose qu'il n'y aura plus de fonction dans l'édifice autre que la fonction mémorielle. De l'édifice cultuel, on passerait à l'édifice mémoriel. Mais mémoriel de quoi? Mémoriel de ce qui précédait ou mémoriel de la démolition? Dans un des cas, l'édifice deviendrait le martyrium de son propre supplice. Dans l'autre cas, il deviendrait, au contraire, un élément signifiant d'une rupture dans l'identité urbaine qu'on veut soit expier, soit magnifier, soit conserver. Ce n'est pas la même chose non plus de reconstruire, de restaurer, de renouveler.
Renouveler, cela veut dire construire un édifice après le traumatisme qui va pouvoir répondre au temps nouveau. Restaurer, cela veut dire au contraire revenir au temps ancien. Reconstruire, c'est le terme neutre qui vise à retrouver un lieu propre à accomplir la fonction architecturale qui avait lieu. Remarquons également qu'entre guerre de religion et révolution, la quantité de cathédrales détruites n'est pas comparable. Même si le traumatisme patrimonial de la Révolution française tend à attirer toutes les polémiques les plus actuelles, force est de constater que la Révolution française n'a démoli que 8 cathédrales, là où les guerres de religion en ont démoli 22. Toutefois, les cathédrales démolies ou détruites pendant les guerres de religion ont été bien plus systématiquement reconstruites que celles démolies pendant la Révolution française, qui souvent ne l'ont pas été. On va voir pour quelles raisons. Dans les deux cas également, la cathédrale va changer son rapport à l'État. À partir du XVIIe siècle, après les guerres de religion, l'État va s'impliquer de manière législative dans le fait qu'on doit reconstruire une cathédrale. C'est l'édit de Nantes qui le prévoit. Quand un lieu de culte a existé dans un lieu, on doit le reconstruire. Au XIXe siècle, la patrimonialisation des cathédrales, devenue propriété de l'État, va impliquer désormais qu'on les restaure en fonction non seulement de leur usage, mais en fonction de leur lien à l'histoire et de leur valeur stylistique. Alors, comment est-ce qu'on peut comparer ces deux époques ? On peut les comparer tout d'abord pour la raison des violences qui ont détruit les cathédrales ou des logiques qui ont détruit les cathédrales. Avec les guerres de religion, on assiste à une violence sacrée qui a été remarquablement mise en évidence par des historiens comme Denis Crouzet ou Olivier Christin dans leur livre sur la guerre sainte au XVIe siècle pour le premier et sur l'iconoclasme pour le second. Il s'agit d'une violence sacrée qui vise à éliminer la trace de l'autre dans l'édifice. La cathédrale, c'est le temple papiste pour les réformés. C'est la métaphore non plus de la Jérusalem céleste, mais de la Grande Babylone. C'est le lieu où s'accomplit la théophagie, cette Eucharistie profanatoire des catholiques qui, d'après les réformés, n'ont pas compris le sens éminemment symbolique de la scène. Et c'est le lieu surtout où on enfreint le 4e commandement, c'est-à-dire le lieu dans lequel on a forgé des idoles, des images de Dieu, des images des saints, qui sont insupportables pour les réformés du XVIe siècle. C'est donc une violence purificatrice, une violence qu'on pourrait, excusez-moi de la comparaison, mais comparer à certaines violences du radicalisme musulman aujourd'hui, comme la démolition des mausolées de Tombouctou, comme la démolition des tombeaux des familiers du prophète en Arabie saoudite aujourd'hui. C'est-à-dire revenir à un état premier, un état de la pureté sacrale de l'édifice qui concorde avec les interdits textuels de la religion. Et parfois, ça va aller jusqu'à l'élimination de la cathédrale. Pendant les guerres de religion, toutefois, un autre enjeu apparaît, c'est l'enjeu des guerres. Les chefs militaires qui vont piller les cathédrales de façon à avoir des espèces sonnantes et trébuchantes pour financer le conflit, qui vont rançonner les ecclésiastiques pour obtenir le salut de l'édifice. Et puis, parfois, parce qu'on n'est pas content de telles décisions militaires, on va faire sauter la cathédrale. C'est le cas à Orléans, où la cathédrale va être minée par le prince de Condé, mécontent en 1568 qu'on l'oblige à quitter les lieux, bien qu'il les ait pris de vive force. On va, avec la Révolution française, assister à quelque chose de différent. Avec la Révolution, on a d'une part la violence anti-religieuse. La violence anti-religieuse, c'est celle qui consiste à éliminer les objets du fanatisme qui détournent le peuple de la raison, et donc on va briser les images, on va faire cesser le culte dans l'édifice, mais ce n'est pas véritablement cette logique-là qui détruit les édifices. Jamais à la Révolution française, on a vu le peuple d'une ville, armé de piques, de pelles et de pioches, mettre à bas une cathédrale en quelques jours. Aucune cathédrale n'a été la Bastille. On n'a pas eu cette idée de sortie du fanatisme par la démolition de la cathédrale. C'est la logique gestionnaire et spéculative qui a détruit les cathédrales à la Révolution française. C'est-à-dire le fait que la cathédrale, à partir de 1793, n'ait plus d'affectation, parce que le culte catholique a cessé, pouvait conduire à deux cas. On y reviendra, mais soit elle continuait à servir de lieu de culte à la raison, puis à l'être suprême, puis au culte des cadères, soit la ville souhaitait que ce culte se tienne dans des édifices plus petits et moins coûteux à entretenir, et auquel cas la cathédrale allait être vendue
de façon à ce que des marchands récupèrent les pierres et qu'ensuite des opérations spéculatives sur le terrain puissent s'opérer. Et ces opérations, permises grâce à la législation de 1789 et 1790, elles durent jusqu'à très tard dans le XIXe siècle, sous l'Empire, voire sous la Restauration. Parce qu'aucun des régimes, évidemment, ne reviendrait sur le droit de propriété, qui est désormais fondamental dans cette France des notables du XIXe siècle. Donc la logique antireligieuse du pillage de 1793, est, même si elle a partie liée avec, est distincte de la logique gestionnaire et spéculative. Ensuite, la reconstruction est également différente. À la fin des guerres de religion, on assiste non seulement à une restauration des cathédrales, mais à une restauration de l'État. Et à travers les cathédrales, une restauration de l'État. Puisque la monarchie absolue fait de la cathédrale des lieux, des cérémonies de l'information, comme les appelle Michel Fogel, que sont par exemple les tédéums, que sont les lectures des édits royaux. Et donc, en reconstruisant la cathédrale, on crée des relais à l'autorité de l'État partout dans le royaume. On crée également des relais à la réforme catholique et à partir du règne de Louis XIV, au mouvement de conversion souvent forcée des protestants. Et donc là, la reconstruction peut s'opérer soit à l'identique, soit à la moderne. Après la Révolution, on va assister à une restauration du culte, mais qui n'est possible que dans les édifices qui appartiennent toujours à l'État. Puisqu'effectivement, le Concordat de 1801 ne rend en rien la propriété des édifices religieux à l'Église. Elle va simplement cette loi permet d'inscrire un budget du culte qui permet à l'État, qui fait des cathédrales des édifices de l'État, qui doivent les entretenir, sauf les anciennes cathédrales des diocèses supprimés, qui, devenant paroisses, appartiennent désormais aux villes. Par ailleurs, cet État va mettre en place une logique de patrimonialisation. À partir de 1831, l'État va mettre en place un service des monuments historiques, et la cathédrale, indépendamment de son usage, commence à avoir une fonction dans la cité qui est différente. Et donc, dans le contexte justement de la réhabilitation du Moyen-Âge, on va avoir davantage de possibilités. Donc finalement, dans des édifices qui relèvent du christianisme et dont le fondateur de la religion a dit « détruisez ce temple et je le rebâtirai en 3 jours », comment s'expliquer que finalement certains temples n'aient jamais été rebâtis? Vous avez ici devant vous les ruines pantelantes de la cathédrale d'Alette et vous voyez que là, la reconstruction n'a pas joué. En réalité, le christianisme a un rapport ambigu avec la démolition et la reconstruction de ces édifices. Cette reconstruction en 3 jours, métaphorique du temple dont parle le Christ, elle peut s'opérer aussi bien en 3 jours, en 3 mois, en 3 ans ou en 3 siècles, voire jamais, en fonction du contexte. En effet, la cathédrale est un édifice mémoriel, lié tout d'abord à la mémoire de l'évangélisation. C'est là qu'on trouve la cathèdre, le siège du premier évêque du diocèse, continuateur des apôtres. C'est donc une mémoire qui est triple qu'on a dans la cathédrale. Et cette triple mémoire, c'est celle-là qu'on va essayer de restituer après la démolition de l'édifice. La triple mémoire de la cathédrale, c'est d'abord la mémoire de chair. Et si je me risquais un mauvais jeu de mots, de chair avec un E et de chair sans E. C'est-à-dire la mémoire du corps ecclésiastique, les chanoines, les prêtres habitués et l'évêque qui se réunissent dans la cathédrale pour prier pour les uns lors des offices, pour l'autre pendant la messe pontificale, et la chair avec un E, la cathédra, la chair de l'évêque. Donc la cathédrale, c'est un lieu où on fait perpétuelle mémoire par le culte de l'office et où on fait mémoire de l'évangélisation du lieu. C'est enfin la mémoire de l'esprit du lieu, la mémoire de toutes les images, de toutes les formes architecturales qui donnent du sens au lieu, par le rapport entre l'ombre et la lumière, par l'iconographie qui rappelle le grand mémorial qu'est l'Eucharistie au sein de la cathédrale. Et enfin, la cathédrale de Pierre, elle, est la mémoire des grands maîtres d'ouvrage qui ont construit l'édifice, de tous les donateurs qui y ont contribué, et enfin, de la puissance d'une ville à une époque donnée. Donc cette demeure de Dieu, demeure de l'évêque, maison des hommes, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire pour le relever? Pour le relever, on va d'abord avoir affaire à une démarche de purification, puisque la démolition de la cathédrale, c'est un geste qui relève de 2 logiques. La première logique, c'est celle du sacrilège, et la seconde, c'est celle de la profanation.
Il y a sacrilège parce qu'en démolissant l'édifice voué à Dieu, on va attenter à la personne divine en elle-même. Profanation parce qu'il va y avoir souillure par le geste de démolition ou de destruction. Le grand parallèle qui s'impose pour les chrétiens tant du XVIe que du XIXe siècle, c'est le parallèle avec le temple de Jérusalem. Le fait que le temple de Jérusalem ait été détruit en 70 après Jésus-Christ et jamais construit, et jamais reconstruit, fait que pour les chrétiens, le fait qu'un temple reste détruit est le signe qu'une alliance est révolue. Les chrétiens n'ont pas compris que le judaïsme, sous sa forme rabbinique, perpétuait une mémoire dématérialisée du temple. La mémoire du temple qui est faite dans les synagogues est une mémoire du temple, qui permet au judaïsme de fonctionner parfaitement, suivant des modalités différentes. Mais pour les catholiques, voir la cathédrale détruite dans la ville, c'est véritablement comme imaginer qu'à Jérusalem, le fait que les chrétiens n'aient jamais construit une église à l'emplacement du temple jusqu'aux croisades, y compris pendant la période byzantine, ça voulait dire que l'alliance était révolue. Et le sens du dôme du rocher sur la pierre de fondation du temple, c'est de dire que cette alliance est rétablie parce que l'islam dit avoir la bonne lecture du monothéisme abrahamique. Donc, pour ces catholiques, voir le temple majeur de la ville détruite, c'est l'idée qu'on pourrait imaginer que Dieu ne soit plus là. Et lorsque les conditions matérielles empêchent la reconstruction jusqu'à nos jours, c'est une véritable déchirure dans la mémoire urbaine. Pour la reconstruction, il y a plusieurs choses qui sont possibles, comme je vous l'ai dit, laisser vide ou reconstruire autrement. Ces reconstructions ont des précédents historiques au XVIe et au XIXe siècle. On ne part pas de rien lorsqu'on souhaite reconstruire l'édifice de telle ou telle manière. En effet, dans l'histoire du christianisme européen, la démolition de cathédrales répond à plusieurs logiques. Tout d'abord, ça rappelle les incursions des infidèles. Ceux qui détruisent la cathédrale sont donc dans les pas du sac de Rome par les Vandales en 455. La première mémoire, c'est d'ailleurs le mot que forgea l'abbé Grégoire en 1793, le vandalisme, l'action des Vandales. À la différence du sac de 410 qui avait préservé les églises, en 455, les Vandales les détruisent. L'action des Vikings et l'action du grand traumatisme qui intervient en 846, le pillage de Saint-Pierre de Rome par les Sarrasins. Ce pillage qui, dans l'histoire de Rome, a une place tout à fait particulière. Donc, ces protestants, ces sans-culottes qui détruisent les cathédrales, dans la mentalité des catholiques, ce sont les continuateurs de ceux qu'on va appeler, entre guillemets, les barbares ou les infidèles. La nouveauté à la fin du XVIIIe siècle, c'est l'arrivée des sans-dieux, entre guillemets, qui s'attaquent à la cathédrale. Ensuite, il s'agit de voir, effectivement, au XVIe siècle, quelle place on donne aux mauvais croyants. Le mauvais croyant, c'est le catholique pour le protestant pour le catholique. Et s'attaquer à l'édifice, cela justifie pour ceux dont on s'attaque à l'édifice qu'on a une délégitimation de celui qui procède à cette attaque. Lorsqu'on reconstruit, on doit également prendre les choses de manière architecturale. Toute reconstruction doit également prendre en compte la fameuse trilogie vitruvienne, Venustas, Utilitas, Firmitas. Il s'agit de reconstruire de façon solide avec les moyens à disposition. Il s'agit de reconstruire de la manière la plus belle possible, mais il s'agit surtout de rétablir la fonctionnalité de l'édifice. Et on va voir que dans les reconstructions, c'est souvent ça qui arrive en premier au XVIIe siècle. Avant tout, l'utilitas, avant tout, pouvoir célébrer le culte. La première mémoire, c'est l'Eucharistie dans une cathédrale. C'est le mémorial qui s'accomplit sur l'autel. Et à partir du moment où celui-ci est rétabli, la cathédrale peut fonctionner. Première étape, donc, de mise à l'épreuve de cette introduction notionnelle qui a peut-être été un petit peu longue, et je m'en excuse, c'est voir, dans le contexte des religions, comment on peut rebâtir pour Dieu. Excusez-moi pour la coquille avec le S à religion, mais bon, voilà, ça peut arriver. Et sur ces voûtes de la cathédrale de Condom, vous pouvez constater que les guerres de religion ont effectivement été pensées, avec un A, de manière à ce que l'édifice conserve sa cohérence. Vous ne pourriez pas savoir, sans que je vous le dise ou sans connaître l'histoire de l'édifice, que cette voûte a été en grande partie reprise au début du XVIIe siècle
à la suite des troubles religieux qu'a connus cette cité. Alors, les guerres de religion commencent avec plusieurs phases de pillage des cathédrales. En 1562, d'abord, on va assister à des pillages spontanés. Une première vague de pillage, ce sont les pillages spontanés. À Rouen, par exemple, les protestants rouennais réalisent un véritable coup d'État au sein du conseil municipal, suivi par un coup de force militaire, et la première chose qui va être faite, c'est d'aller à la cathédrale et de tenter de la mettre à sac. La même chose, la même année, intervient à Meaux, intervient à Bayeux, intervient à Lisieux, intervient à Béziers. Ça prend la forme d'une violence rapide où on va s'attaquer à certains éléments précis de la cathédrale. Bon. Dans le sud de la France, déjà en 1562, il y a une volonté de donner une dimension sacrée à ce pillage. C'est le pillage du temple du faux Dieu et l'établissement d'un pouvoir protestant durable à Montauban, à Nîmes, à Uzès, par exemple, va faire que les villes vont souvent faire le choix de démolir la cathédrale plutôt que de la conserver comme lieu de culte protestant. Et puis, vous avez déjà le cas de ces seigneurs pillards qui, par exemple, à Lyon, interviennent. À Lyon, en 1562, la cathédrale Saint-Jean est mise à sac. Le grand crucifix du Jubé est décroché, par exemple. Et immédiatement, le baron des Adrets intervient et va s'approprier une bonne partie du butin. En 1567, deuxième vague de pillage, après la surprise de Meaux, après la reprise des hostilités entre les protestants et les catholiques. Cette fois-ci, le pouvoir protestant s'établit de façon beaucoup plus profonde comme pouvoir urbain dans tout le croissant protestant du sud de la France. Les chefs militaires, désormais, utilisent les cathédrales comme source de revenus et de chantage. On a le cas de Coligny à Sées et à Autun, Condé à Tours et à Orléans, qui font de la cathédrale un levier de leur politique personnelle et territoriale. Comment ça se passe? Alors, avant de dire comment ça se passe, je vais vous montrer l'étendue de la situation. Vous avez donc au total 57 cathédrales sur 129 en France qui ont été frappées par des pillages. Parmi ces 57 cathédrales, 20 ont été démolies totalement ou partiellement au moment de cette période. Vous voyez donc en vert les cathédrales qui ont été victimes de pillages. Vous voyez apparaître effectivement cette France du Nord où les pillages de 1562, alors il manque Meaux par exemple, il manque Rouen, il y a quelques légendes qui ont sauté, je m'en excuse. Voilà, mais dans le nord de la France, vous voyez qu'après 1562, à l'exception du cas d'Orléans, les pillages ont rapidement cessé. En revanche, dans le sud de la France, parce qu'en fait, dans le nord de la France, dans aucune des villes, le pouvoir protestant ne s'installe de façon durable. La proximité de l'État royal, des grands lignages comme les Guises et les Montmorency font que généralement on a une certaine protection de l'édifice qui se met en place. En revanche, dans le sud de la France, dans tout ce croissant protestant, on va assister rapidement à une démolition totale de la cathédrale, ici en marron, ou à une démolition partielle en rose. Et ceci serait parfaitement superposable avec le croissant languedocien où les villes sont majoritairement protestantes et participent aux États protestants de France. Vous voyez que la Provence échappe au mouvement. Et donc c'est véritablement la territorialisation du protestantisme qui conduit à la démolition des cathédrales. Quelles sont donc ces cathédrales qui ont été pillées et démolies et comment ? Alors, le pillage, on peut prendre le cas d'Auxerre par exemple, qui est très bien documenté par un écrit de 1568. Le 27 septembre 1567, la cathédrale est attaquée par les armées protestantes. En même temps, le peuple protestant de la ville se soulève et on va procéder à une attaque systématique dans l'ordre des éléments qui sont non seulement les plus précieux, mais les plus catholiques de la cathédrale, ceux qui s'éloignent le plus de la logique de la religion réformée. On va piller en premier lieu le maître-autel. Le maître-autel qui, dans une cathédrale, est l'élément le plus saint, le plus sacré, sur lequel se trouvent les reliques du saint patron. On va ensuite s'attaquer aux autels latéraux,
On va ensuite brûler les reliques. On va ensuite s'attaquer aux images et ensuite au jubé, qui était cette séparation entre le chœur et la nef sous la forme d'un mur qui portait une tribune, ce qui permettait ainsi d'avoir à la fois une séparation et une interface, puisqu'on célébrait les lectures de l'épître au sud et de l'évangile au nord sur les jubés. Vous remarquerez que la dimension spontanée du pillage, ici, finalement, doit être repensée. On ne peut pas imaginer un pillage spontané où les gens détruisent des vitraux situés à 20 mètres de haut, où des gens vont éliminer sur les portails des statues monumentales. Ça nécessite que le pillage ait été préparé. Et c'est ce qui se passe par exemple à Bourges également. Le portail de Bourges a été systématiquement martelé par des professionnels du martèlement des statues. En tout cas, il a fallu arriver avec un échafaudage, avec des échelles. On voit mal des gens faisant la courte échelle avec un couteau de cuisine ou un burin improvisé et saccager ça comme ça. Il s'agit véritablement d'effacer la mémoire catholique de l'édifice. Et les catholiques qui défendent les édifices ne s'y trompent pas. Quand on défend une partie de l'édifice, c'est le chœur qu'on va défendre en premier. À Rouen, en 1562, le 3 mai, les chanoines défendent le chœur de la cathédrale. Ils tiennent un véritable siège et arrivent à empêcher que les réformés pénètrent dans le chœur. Donc on va sauver comme ça les stalles et le maître-autel et le jubé à l'intérieur de la cathédrale. Quant aux démolitions de cathédrales, ces démolitions sont relativement variées. On viendra à plusieurs cas un petit peu plus tard. Mais très souvent, la chose qu'on va démolir le moins, c'est le clocher. Le clocher, très souvent, va demeurer parce qu'on peut y trouver une fonction militaire. Une fonction au moins pour guetter les armées ennemies, ou sinon une fonction pour tenir un siège ou lancer quelques projectiles dans le cas de coups de main. Donc le clocher généralement est conservé. Par exemple à Die, par exemple à Castres, on a toujours le clocher gothique pour Die, roman pour Castres, la tour Saint-Benoît à Castres, qui est conservé. On a toujours la tour fenestrelle à Uzès, fort heureusement, mais on n'a plus les cathédrales qui vont avec. On n'a plus les cathédrales romanes ou gothiques qui vont avec. Pourquoi est-ce qu'on démolit complètement la cathédrale dans certains lieux? Tout simplement parce qu'elle n'a plus d'usage. Les réformés, en effet, en France, ont très souvent, ou même systématiquement, répugné à faire de la cathédrale un temple réformé. On n'a qu'un seul cas, qui est très particulier, qui est la cathédrale de l'Escar, située ici, qui était la cathédrale dont dépendait la ville de Pau. Pau n'a jamais été siège épiscopal. C'est donc la cathédrale qui appartient à la famille d'Albret. Et en 1560, Jeanne d'Albret va interdire le culte catholique dans ses États et elle va faire la cathédrale de l'Escar un temple protestant. C'est le seul cas qu'on ait en France. Mais on a un cas bien connu de cathédrale devenue temple protestant, qui est la cathédrale Saint-Pierre de Genève, qui, elle, est transformée en temple par la ville. Et ça fonctionne relativement bien, cet espace. On démolit le jubé, on supprime toutes les clôtures, on ouvre l'espace sacré, et de façon à éviter qu'on redonne une charge sacrale à l'édifice, on va l'utiliser en travers, en plaçant pour la prédication la chaire sur le mur sud, les bancs en travers, et on utilise le chœur pour la Sainte Seine que les quelques dimanches dans l'année où elle était célébrée. Et on va déplacer l'assemblée tout entière du chœur à la nef dans cette cathédrale de Genève. Donc, c'est l'idée que la seule mémoire qui doit être présente dans l'édifice, c'est la mémoire de l'Eucharistie à travers le peuple assemblé qui fait mémoire de la scène et pas du sacrifice. En France, dans aucune cathédrale, on a eu cette grande transformation. Les réformés ont préféré laisser à l'abandon les cathédrales ou raser la cathédrale. Raser la cathédrale, ça montrait finalement beaucoup mieux l'idée que le culte papiste était définitivement révolu. Ça évitait également un retour du catholicisme. En cas de prise de la ville par les catholiques, plus de cathédrales, plus de catholiques. Bon, c'est un peu simple, mais en tout cas, plus d'évêques résidents, plus de chapitres résidents, en tout cas des difficultés importantes. En plus, ces édifices constituaient des carrières de pierre faciles lorsqu'il s'agissait d'ériger à nouveau des remparts dans les villes, de mettre en fortification des éléments urbains. C'était également, on va le voir, un outil de chantage. Alors, qu'est-ce qu'il en reste de ces cathédrales démolies? À Die, dans la Drôme,
l'édifice n'est pas véritablement cathédrale à l'époque. Il l'a été jusqu'au XIIIe siècle. Le diocèse a été rétabli à la fin du XVIIe siècle. Mais il en reste que le clocher. Donc ça, c'est la démolition. Dans d'autres lieux, on va rendre la cathédrale impraticable. À Luçon, par exemple, les voûtes sont démolies. On va détruire la voûte, on va crever les voûtes, de façon à ce qu'il pleuve dans la cathédrale et que la ruine ait un sens pédagogique. La ruine, c'est la mémoire qu'ici, c'est un culte révolu, que cet édifice est voué à l'abandon. On a un destin un peu comparable avec celui de ces abbayes anglaises qui constituent des ruines pré-romantiques au sein de la nature suite à la suppression du clergé régulier par le roi Henri VIII. Ensuite, même principe à Maillezais, ici, où la cathédrale va être laissée en ruine. Donc, je vous avais déjà montré les ruines d'Alette. Revoici donc certaines cathédrales sont totalement laissées en ruine. Donc Alette, ici, vous voyez la nef romane de la cathédrale, l'abside romane et le chœur gothique qui était en cours de construction au XVIe siècle, ici, qui était en partie raboté sous Napoléon quand on a rectifié la route impériale, l'actuelle nationale qui passe ici. À Alette, l'église paroissiale, finalement, a suffi pour la population locale, l'église Saint-André. La cathédrale n'a jamais été reconstruite, on va voir plus tard, où le culte a réussi à se réfugier. À Maillezais, dans le Marais poitevin, l'abbatiale devenue cathédrale en 1317 est anéantie au moment du passage des troupes auxquelles participe également Agrippa d'Aubigné, et la cathédrale est laissée en ruine. Il en reste actuellement le mur nord de la nef, les fondations des piles, le massif occidental roman et le transept, quelques éléments du transept gothique avec les remplages crevés. Donc là, effectivement, démolition. Vous voyez, vous avez une idée ici d'à quoi pouvaient ressembler les cathédrales qui ont été ailleurs démolies et reconstruites. C'est un peu ça qu'on voit lorsqu'on arrive à la fin des guerres de religion dans des villes où la cathédrale a été mise bas. Autre lieu, Mende. À Mende, le clergé va être victime d'un chantage de la part du capitaine de Merle en 1567. Le capitaine de Merle va demander 10 000 livres comme rançon pour la cathédrale. Les chanoines ne peuvent pas payer. On rase la cathédrale de Mende, à l'exception de ses 2 tours. Donc à Mende, on a quelque chose d'assez comparable avec ce qu'on voit aujourd'hui à Soissons, à Saint-Jean-des-Vignes, cette abbaye dont il ne reste que les 2 tours de façade et la rosace. Il faut imaginer la cathédrale de Mende dans cet état-là, pendant à peu près 60 ans. La rupture dure 60 ans avant qu'on arrive à reconstruire quelque chose. C'est-à-dire que vous avez 2 générations complètes qui, en fait, ont connu la cathédrale à l'état de ruine. On a tendance, je vous le dis encore une fois, à survaloriser la rupture révolutionnaire, mais celle des guerres de religion a été presque parfois encore plus profonde. À Montauban, on rase totalement la cathédrale. Elle était située hors les murs. À Montpellier, on la laisse à l'état de ruine. À Nîmes, on la rase, à l'exception de la moitié de la façade et de la tour. On la verra tout à l'heure. À Orléans, on la dynamite. Il n'en reste que quelques éléments. À Pamiers, on garde que le clocher. À Périgueux, 2 travées s'écroulent, le clocher s'écroule, on garde 2 autres travées. À Riez, on garde le clocher. À Saint-Pons, on démolit l'ensemble du chœur. À Saintes, on jette bas toutes les voûtes de l'édifice et toutes les parties hautes de la nef. À Uzès, on rase. À Valence, on rase, sauf le clocher, qui était le dernier élément roman conservé. Manque de chance, il est frappé par la foudre au XIXe et reconstruit, donc on n'a plus rien de roman à Valence. Voilà donc la situation au moment où on va finalement retrouver les cathédrales en 1598. Dans certains cas, des grandes églises ont servi également à l'usage profane. À Saint-Front de Périgueux, par exemple, on en fait un manège à chevaux, même si l'église n'est pas encore cathédrale, on peut le souligner. Et puis, on va finalement se retrouver dans des lieux où il y a une véritable terre brûlée spirituelle. De ce point de vue-là, les protestants restituent en 1598 la cité aux autorités catholiques, tout en ayant la liberté d'y célébrer leur culte sous certaines conditions relativement restrictives. Mais finalement, on va avoir des situations de reconstruction assez différentes. La reconstruction de la cathédrale, comme je vous l'ai dit en 1598, va poser plusieurs défis. Plusieurs solutions sont possibles. La première solution, c'est de reconstruire la cathédrale à l'identique.
Cette reconstruction à l'identique, elle est motivée par plusieurs raisons. Par la première raison, qui est celle d'oublier. Donc c'est à la fois une mémoire de l'édifice précédent et l'amnésie. Toute mémoire est également amnésie, de certaine manière, en matière patrimoniale. Parce que revenir à l'état ancien, à l'identique, c'est oublier la discorde qui a eu lieu dans la ville. Un des grands principes de la politique du XVIe et XVIIe siècle, c'est l'idée de concorde, c'est l'idée d'accord. Et cette idée de concorde, elle peut intervenir uniquement lorsqu'on a réussi à panser les plaies de la division. Reconstruire la cathédrale à l'identique, c'est réussir à refaire l'unité de la ville entre catholiques et protestants, sous l'autorité du roi qui désormais met en marche l'absolutisme, et de manière à ce que l'édifice devienne la concorde retrouvée de la ville. Bon, maintenant, pourquoi y a-t-il nécessité d'un retour stylistique à l'édifice ancien? Eh bien, tout simplement parce que on a de cette manière-là la possibilité d'effacer, même du point de vue artistique, la pantelance des ruines, l'importance de cette place des ruines dans la ville. Parmi ces villes qui font le choix de la reconstruction à l'identique, c'est sans doute la cité de Valence, dans la Drôme, qui va porter le plus loin le souci de l'exactitude. Vous voyez ici une vue depuis la tribune d'orgue de la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence. Vous êtes face à un édifice qui est reconstruit entre 1604 et 1619. Vous êtes devant un édifice du XVIIe siècle. Il a toutes les caractéristiques stylistiques d'un édifice roman. On ne peut pas parler de néo-roman au XVIIe siècle. Et pourtant, c'est presque cela dont il s'agit. Marianne Privas-Savigny avait réalisé un travail de DEA très approfondi sur ces reconstructions à l'identique des cathédrales du sud de la France. Et effectivement, à la lecture des sources, il apparaît que les consuls de Valence, en 1604, passent un bail très précis avec Jean Thuillier, architecte, et le maître maçon Jacques Blanc. On oblige à ce que la même carrière soit utilisée qu'au XIIe siècle et que les mêmes chapiteaux soient réalisés. Et voilà nos artistes du XVIIe siècle obligés de faire des chapiteaux romans en s'inspirant des édifices voisins. Et ça va très loin. L'architecte avait osé modifier légèrement les piles de la croisée. Les piles qui sont ici, dans la croisée du transept de Valence, vous avez ici l'extérieur de l'édifice sur son flanc sud. Les piles de la croisée avaient été légèrement davantage écartées et le profil avait été modifié de façon à ce que les colonnes engagées soient plus conformes à des colonnes telles qu'on les attendait au XVIIe siècle. Eh bien, la ville va traîner en justice l'architecte à cause de ce défaut d'exactitude. Ce qui est un comble, puisqu'on est dans les années d'affirmation du premier classicisme français et où cela ne viendrait pas à l'esprit d'entreprendre une église autrement que dans un style à la moderne ou dans un style au mieux synthétique, avec des supports à l'antique, avec des voûtes gothiques. Ça, c'est tout à fait possible à cette époque-là. Mais le souci archéologique est véritablement fondamental. Donc, l'architecte est traîné en justice. Quand, en 1608, il se voit contraint, pour des raisons de terrain, pour des raisons techniques, de modifier légèrement le profil du déambulatoire, il est prudent, il va déposer devant notaire, devant témoin, le fait qu'il est obligé de modifier ce déambulatoire. Donc, cette fois-ci, ça passe, et le déambulatoire peut être légèrement modifié parce que le clergé voulait absolument une chapelle axiale dédiée à la Vierge. Elle n'existait pas dans la cathédrale romane. Or, la cathédrale doit être reconstruite par la ville. Parce que l'édit de Nantes oblige la ville à payer lorsqu'elle a démoli la cathédrale. Sauf dans le cas d'Orléans, où le prince de Condé étant prince du sang, appartenant à la famille de Bourbon, Henri IV va prendre en charge la reconstruction de la cathédrale d'Orléans. Bon, mais ailleurs, c'est celui qui a détruit qui doit payer. L'évêque n'ayant pas théoriquement à payer, même si dans de nombreux cas, la ville n'étant pas solvable, l'évêque va quand même payer. Mais ici, cette chapelle d'Axe que veut l'évêque, puisque c'est la ville qui paye, on va quand même passer devant le notaire. En 1619, Saint-Apollinaire de Valence est achevé,
Et jusqu'à assez tard dans le XXe siècle, cette église a été vendue pour une église romane, simplement abîmée pendant les guerres de religion, jusqu'à ce que les sources soient lues et reconnues. À Die, là c'est plus compliqué. À Die, manifestement, on a perdu la mémoire de cette cathédrale. C'est une cathédrale qui est une église à nef unique, dont le diocèse a été supprimé au XIIIe siècle, rétabli en 1682, et pour laquelle on n'a pas de dessin, pas de croquis, pas de traces de ce qui existait avant les guerres de religion. La ville va donc, cette fois-ci, se fier aux mémoires, c'est-à-dire aux récits des habitants. En 1637, on va aller chercher des gens qui ont connu la cathédrale avant sa destruction en 1567, c'est-à-dire des gens qui ont au bas mot entre 70 et 90 ans. Et à partir des témoignages de ces gens, vous imaginez ce que ça peut donner, mais on a vraiment une recherche mémorielle sous la forme de l'enquête qui est réalisée ici. On va restituer ces voûtes qui vont être achevées en 1671. Eh bien, force est de constater que ces voûtes ne ressemblent à rien. C'est ni des voûtes d'ogive, ni des voûtes d'arête, ni des voûtes en berceau brisé. Donc, apparemment, en tout cas, on voit mal comment, au XIIIe siècle, on aurait pu construire ça. C'est vraiment une voûte du XVIIe qui essaie de reconstruire une voûte sur un vaisseau unique. Les supports ont été transformés en chapiteaux doriques. Vous allez avoir donc ces arcs en berceau brisé et ces nervures qui n'ont rien de portant. C'est pas de l'ogive portante. Et on va quand même simuler une clé ornée, qui aurait pu être une clé flamboyante ici, la suggérer tout simplement à partir d'un témoignage qu'on peut imaginer d'une personne âgée se souvenant d'une couronne en pierre au-dessus de la voûte de l'abside, par exemple. Bon, en tout cas, la cathédrale est restituée de cette manière-là. On est ici, en tout cas, dans un processus d'imitation, étant donné qu'on n'a pas pu faire un processus de copie. Néanmoins, on n'est pas tenu systématiquement de restituer à l'identique ce qui existait précédemment. On peut revenir également à une mémoire qui serait une mémoire en quelque sorte transformée, légèrement basculée, voire implémentée par rapport à ce qu'était la situation avant le conflit. Néanmoins, voyons un dernier cas d'imitation. La cathédrale Notre-Dame et Saint-Castor de Nîmes. Vous savez que Nîmes a été un des hauts lieux du protestantisme français. C'est la première ville où a eu lieu un massacre de catholiques en 1567, la fameuse Michelade dans laquelle on a jeté les consuls protestants dans le puits qui était situé devant l'hôtel de ville. On a eu un saccage et une démolition très rapide de la cathédrale, à l'exception de la tour, évidemment, pour des raisons militaires, du flanc sud, et de la moitié gauche de la façade, parce que cette moitié gauche de la façade comportait l'ancien clocher qui épaulait la tour. Donc on avait bien compris que si on démolissait ça tombait, et ça, on voulait le conserver. Et donc, on va conserver uniquement l'amorce de cette façade qui comporte la remarquable frise romane. À Nîmes également, à partir de 1625, on va assister à la restitution à l'identique de toute cette partie de la façade. Tout ce que vous avez ici, c'est du XVIIe siècle. On va transformer la porte, on va éliminer le portail roman, et on va placer un fronton triangulaire, et on va restituer, tant que faire se peut, les parties hautes de la façade. À l'identique pour la baie en symétrique. Alors c'est un dessin du XIXe siècle, bien évidemment, ce n'est pas un dessin d'origine. Bon. Vous allez avoir, en revanche, une omission des arcatures, ici, avec une volonté de simplification. Et surtout, vous allez avoir cette frise, où on va restituer une frise, entre guillemets, romane. On va imposer à l'artiste du XVIIe siècle de faire mémoire de ce qu'était la frise complète. Donc de restituer la frise complète, dont on ignore si on avait conservé l'iconographie. On ne sait pas si l'iconographie XVIIe, c'est une invention, ou bien si c'est une restitution dans des sources, à partir de sources qui, aujourd'hui, nous sont irrévocablement perdues.
Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'au XVIIe siècle, lorsqu'on veut faire du roman, qu'est-ce qu'on fait? On fait une sculpture malhabile, gauche, et on voit tout de suite la partie romane qui, elle, a plastiquement un rendu comparable, mais qui, du point de vue de la qualité d'exécution, est d'excellente facture, alors que la frise du XVIIe siècle est de très mauvaise facture. On est vraiment dans l'idée, on voit vraiment ce que le XVIIe siècle pensait de la sculpture romane, dans une logique évolutionniste post-vasarienne, c'est-à-dire que le Moyen-Âge faisait mal parce qu'il ne savait pas faire. Donc, faisons semblant de ne pas faire pour faire médiéval. Ce qui est aujourd'hui un véritable contresens, mais finalement, vu de loin, ça passe relativement bien, cette idée de restitution de la frise de Nîmes. On a un ensemble qui est qui permet quand même à la cathédrale de fonctionner. Mais pour le reste de l'édifice, on va reconstruire à la moderne. On va reconstruire une église du XVIIe siècle, dont je ne vous montre pas l'intérieur, parce qu'au XIXe siècle, Henri Révoil a revêtu d'éléments néo-romans l'ensemble de la cathédrale. Donc vous avez aujourd'hui à Nîmes une cathédrale classique du XVIIe siècle, qui a l'apparence d'une cathédrale néo-romane suite aux travaux du XIXe. Donc le XIXe siècle a rendu à la cathédrale du XVIIe l'aspect qu'aurait eu la cathédrale d'avant les pillages du XVIe si elle avait eu cet aspect-là qu'elle n'eut sans doute jamais. Donc vous voyez l'emboîtement mémoriel dans ces reconstructions. Il n'y a que la chapelle axiale, la chapelle de la Vierge, qui a gardé son décor baroque. Révoil, il n'y a pas touché à cette partie-là. Autre reconstruction à l'identique, l'Odève, dont toutes les voûtes et toutes les parties hautes et tout le fenestrage de l'abside datent des années 1620. En revanche, les protestants avaient pieusement conservé le clocher-donjon et la façade fortifiée de la cathédrale qui étaient liées à l'enceinte urbaine. Donc encore une fois, on ne démolit pas n'importe quoi, et quand on va reconstruire, eh bien, tout au plus peut-on remarquer qu'on a un profil prismatique des ogives typique du gothique tardif, et qu'on a surtout ces voûtins ici appareillés d'une manière absolument différente de ce qu'on aurait eu du XIIIe au XVIe siècle. C'est vraiment un appareillage XVIIe auquel on a affaire ici, et il faut imaginer que la cathédrale avait sans doute été enduite pour qu'on ne voit pas la différence de matériaux. Nous revoici à Mende, toujours dans ces reconstructions à l'identique, dans ces restitutions mémorielles. Vous avez ici les deux tours de la cathédrale Notre-Dame et Saint-Privat, qui sont des tours médiévales. On a juste, les protestants ont en revanche fondu les cloches qui s'y trouvaient. Et puis vous avez le corps de l'édifice, qui lui a été systématiquement reconstruit à partir de 1629. Donc on va avoir à Mende une reconstruction uniquement tardivement, à partir de 1629. Alors, qu'est-ce qu'on va reconstruire à Mende? Force est de constater que la ville est pauvre, que le diocèse est pauvre, et donc on va reconstruire la cathédrale en son antique forme, sauf la sculpture. On n'a pas l'argent pour réaliser le décor sculpté. Et donc vous voyez, aucun bandeau décoratif. On a bien la cathédrale telle qu'elle était, c'est-à-dire du gothique du fin XVe, début XVIe siècle, mais on n'a plus les bandeaux décoratifs, on n'a plus la frise sculptée qui se trouvait ici, et les tapisseries vont compenser la perte de ce décor sculpté. Donc ici, on va adapter la restitution aux nécessités financières. Pas moyen de se payer tout, donc on va se payer l'essentiel, le clos et le couvert, l'architecture. Mais on a quand même préféré avoir l'architecture gothique telle qu'elle était avant la démolition, plutôt que d'avoir une architecture classique peut-être moins coûteuse parce que plus facile à réaliser, dans laquelle on aurait pu avoir une sculpture très simple avec des pilastres. Non, on veut la cathédrale d'avant. Même si là encore, vous avez quasiment 60 ans d'interruption. Il y a également la question de la cohérence du style. Vous savez que rien n'est plus français en architecture que la notion d'unité de style. Et ça a pu jouer l'idée que de greffer une cathédrale classique à une façade gothique, ça ne fonctionne pas. Ça a peut-être pu jouer, mais là, il y a un vide dans les sources qui permet d'éviter, pour lequel il vaut mieux éviter les interprétations qui risquent d'être quelque peu hasardeuses.
Parfois, on va tenter des modifications plus structurelles. Parce que finalement, ces cathédrales médiévales étaient-elles adaptées au catholicisme? Oui. Alors les sources, ce sont essentiellement les sources des mémorialistes urbains, c'est-à-dire les historiens des villes, qui laissent des mémoires très importants, surtout dans la France du Sud, où les consuls sont particulièrement attentifs à l'histoire de la patrie, c'est-à-dire de la cité. Ensuite, les sources capitulaires, là où elles existent, c'est-à-dire les décisions de reconstruction, les marchés qui ont pu être faits, les devis qui peuvent être consignés dans les archives, et ensuite l'océan des sources notariales, des marchés, des prix faits. Et là, il faut véritablement aller voir si localement, les historiens ont eu l'occasion de dépouiller ces fonds-là. Parce qu'il est très difficile d'envisager, évidemment, une étude sérielle sur un seul travail de thèse, par exemple, à l'échelle de la France, où on pourrait avoir l'ensemble de ces sources-là dépouillées. C'est plus facile lorsqu'on fait véritablement une monographie urbaine. Et ensuite, vous allez avoir parfois des sources qui sont des sources hagiographiques lorsqu'un des évêques du XVIIe siècle a été béatifié ou canonisé, comme saint François de Sales, par exemple. On va avoir mention des travaux dans les cathédrales. Et puis parfois, les archives de la ville aussi conservent le paiement d'un certain nombre d'éléments, mais c'est rare d'avoir le dossier complet. Le seul lieu où on avait le dossier complet, c'était Orléans. Et tout est parti en flammes en 1940. Fort heureusement, l'abbé Chenesseau, dans les années 30, avait vu à peu près tout, enfin du moins on suppose qu'il avait tout vu, et tout publié du point de vue des dessins. Mais ailleurs, ça dépend des lieux. Il y a par exemple des très belles archives à Périgueux qui ont été parfaitement utilisées par Olivier Geneste dans un très récent travail de thèse sous la direction de Christian Taillard à l'Université de Bordeaux. Mais il faut qu'il y ait des historiens sur place et qui tombent sur des sources. Parce que parfois, on n'a rien d'autre que le monument en lui-même. Et le monument est parfois éloquent, parfois totalement muet et parfois menteur. Donc, on va, et parfois, et puis alors ça, c'est systématique, les sources ne disent pas la même chose que le monument. Les sources disent qu'on a fait ça, et sur le monument, vous voyez manifestement qu'on a fait autre chose. Donc là, évidemment, le recours aux architectes des monuments historiques et des bâtiments de France est fondamental, parce qu'ils ont une intelligence du monument que nous, historiens de l'architecture, n'avons pas dans les mêmes termes. Donc là, évidemment, les études préalables, lorsqu'elles existent, sont souvent pour nous, ainsi que les fonds qui sont présents à Charenton, sont évidemment primordiaux. Alors, à Orange, à Notre-Dame de Nazareth, en 1609, Monseigneur de Tulle va profondément modifier le bâtiment. Au lieu des bas-côtés, il va faire réaliser des chapelles ouvrant sur la nef, qui sont certes une tradition languedocienne, mais qui sont surtout beaucoup plus commodes qu'un édifice à 3 vaisseaux lorsqu'on est dans le cadre de la réforme catholique, puisque ça vous permet d'avoir une église à vaisseau unique, telle que les attendait Charles Borromée dans les instructions aux bâtisseurs d'églises, les instructiones fabricae, les instructions aux fabriques d'églises. Et au lieu d'avoir des bas-côtés, donc des chapelles, qui sont donc des espaces de dévotion et non plus des espaces de circulation au sein de la cathédrale. Le maître-autel qui est rendu visible. On viendra sur ces questions d'aménagement. À Orléans, on est dans autre chose. À Orléans, on est dans la restitution non pas de ce que l'édifice était avant sa destruction, mais dans la restitution de ce que l'édifice aurait été s'il avait été achevé tel qu'on avait souhaité le reconstruire au XVIe siècle. On dit souvent Orléans a été reconstruite. Certes, Orléans a été reconstruite dans un but d'expiation, dans un but pour l'État d'avoir une cathédrale qui, sur les rives de la Loire, manifeste la puissance du roi, avec ses emblèmes de Louis XIV sur l'emblématique Louis XIVienne sur les croisillons du transept. Mais avant tout, Orléans, c'est le rêve d'achever la cathédrale telle qu'elle aurait été. Si je reprends l'histoire de la cathédrale d'Orléans, voilà les morceaux qui restaient après que les troupes de Condé aient fait sauter à la poudre la croisée du transept. Les troupes condéennes, mécontentes de la paix de Longjumeau qui les oblige à quitter Orléans en 1568, vont placer de la poudre sur les piliers du transept, vont tout faire sauter, et tout ce qui est en blanc s'effondre. Tout ce qui est en gris, pardon. Tout ce qui est en gris, c'est tout ce qui existait dans la cathédrale en 1568, ainsi que tout ce qui est en couleur. Ça, ce qui est en tracé blanc comme ça, c'est ce qui est du XVIIIe siècle et XIXe siècle.
Donc à quoi ressemblait cette cathédrale d'Orléans en 1568? Eh bien, elle avait gardé 2 tours romanes de la cathédrale du XIIe siècle. Elle avait un corps d'édifice qui était pour l'essentiel du XIIIe siècle, XIIIe et XIVe siècle. Le déambulatoire avait résisté à la démolition, à la destruction pour le coup, parce qu'une explosion c'est une destruction. Quoique c'est une démolition, parce que c'est volontaire. Bon, vous voyez, les débats terminologiques, c'est toujours sans fin, surtout quand on en débat avec soi-même. Vous avez ensuite, oui, parce que quand on débat avec les autres, on est obligé de faire semblant d'avoir un avis tranché. Donc, vous avez ensuite là, ces 2 travées qui avaient commencé à être rebâties au début du XVIe siècle en style gothique flamboyant, puisqu'on envisageait de doter la cathédrale d'Orléans d'une nouvelle nef, de faire disparaître ces tours romanes et d'une nouvelle façade dès les années 1510-1512. Comment croyez-vous qu'on a reconstruit la cathédrale? Telle qu'elle était au XIIIe siècle? Non. On a pris pour modèle ces 2 travées et on a reconstruit toute la cathédrale comme s'il n'y avait jamais eu d'interruption du chantier du début du XVIe siècle. C'est donc l'achèvement d'un grand dessin précédent à la cathédrale. On va quand même, par mesure d'économie, conserver le déambulatoire du XIIIe siècle. Et on va impitoyablement démolir ces tours romanes qui auraient pu avoir une charge mémorielle particulière. Non, au XVIIIe siècle, on va avancer la nef jusqu'à l'actuel parvis en rasant ces tours romanes. Et la cathédrale d'Orléans est devenue ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Mais pendant le chantier, comment faire pour que cette cathédrale fonctionne? Dès 1569, dès l'année suivant la démolition, on va installer ce qu'on appelle à cette époque dans les textes une masure à colombage, à toiture, qui va servir de chœur provisoire. Au lieu de s'installer dans une autre église, les chanoines construisent une sorte de grange au sein des ruines où ils vont célébrer l'office, installer des stalles et installer un maître-autel qui va être conservé dans la nouvelle cathédrale jusqu'à la fin du XVIIe siècle, jusqu'à ce que l'agence de Jules Hardouin-Mansart bâtisse un nouvel hôtel, construise un nouvel hôtel pour la cathédrale d'Orléans. Et la cathédrale va se reconstruire autour de ce chœur. Vous voyez ici l'état dans les années 1620, avec les grandes arcades et les fenêtres hautes de la nef, du début de la nef et du chœur, le déambulatoire du XIIIe siècle, avec ses arcs boutants laissés ici dans le vide, et on vient progressivement envelopper la cathédrale qui continue à fonctionner. Certes, il n'y a pas d'espace pour les fidèles, c'est pas ce qu'il y a de plus grave pour des chapitres, pour des chanoines à l'époque, la présence de fidèles est parfois plutôt plus gênante qu'autre chose. Et donc, on va progressivement en venir à cette situation, c'est-à-dire une parfaite cathédrale non pas du XIIIe siècle, mais du XVIe siècle, achevée sous les Bourbons, avec simplement une certaine... On a souvent dit qu'il y avait une certaine raideur architecturale et que c'est à ça qu'on voyait qu'elle était du XVIIe, XVIIIe siècle. Le corps de l'édifice est achevé dans les années 1680, mais cette rigidité, on pourrait tout aussi bien la trouver sur un édifice du XVIe siècle. Où est-ce qu'on a fait invention finalement? Eh bien essentiellement sur la façade. Là, tout était à faire, puisqu'on ne pouvait pas garder les tours romanes et qu'on n'avait pas idée de ce qu'on voulait au XVIe siècle, comme tour définitive. L'agence de Jules Hardouin-Mansart va réaliser une maquette qui va à multiples reprises évoluer, et c'est finalement, l'architecte Trouard va y travailler au début du XIXe, c'est finalement au début du XIXe siècle que les tours ont leur profil actuel, et pour le coup, la restitution mémorielle de la cathédrale n'a plus rien de littéral. Autant dans l'édifice, on va littéralement reconstruire l'édifice du XVIe siècle, autant pour la façade, on va inventer un gothique qu'on a rapidement qualifié de troubadour, qui est en fait un gothique qui relève de l'invention à la gothique du XVIIe et XVIIIe siècle. C'est donc un espace de liberté créative, avec ce portail central et les baies géminées des portails latéraux qui forment un porche. Or, le porche n'est jamais dans une cathédrale comme ça du XIIIe siècle, ni même du XVIe, au droit comme ça, inscrit dans la façade. Et la partie haute des tours, c'est un motif néoclassique, celui de la tolosse ouverte vers le ciel, qu'on va reprendre avec des arcatures gothiques pour couronner les 2 tours de la cathédrale, achevées en 1819. Entre-temps, le débat avait fait rage au moment de la réalisation des façades du transept. Fallait-il les faire à la moderne ou à la gothique?
Et finalement, l'État, puisque c'est une caisse d'État qui choisit ce qui est reconstruit, eh bien, l'État, à travers le directeur des bâtiments, à travers peut-être la volonté de Louis XIV lui-même, choisit le gothique, de façon à garantir l'unité de style et la cohérence mémorielle de l'édifice. Ailleurs, on va choisir, pour les reconstructions, un mélange de gothique et de classique. Le plus souvent, on va associer les deux. À Alès, l'église qui est collégiale, là encore le diocèse est érigé en 1692 pour lutter contre les derniers protestants des Cévennes. À Alès, on va construire une nef avec des chapelles ouvrantes languedociennes, des tribunes et des voûtes d'ogive. On est vers 1640 environ. Mais ceci étant, c'est une époque où on aurait construit une église neuve de manière aussi hybride. Donc le fait qu'on soit dans la reconstruction ne fait pas qu'on va davantage rendre gothique ou classique l'édifice. On aurait le même souci, je vais faire un retour en arrière, on aurait le même choix à Pamiers. À Pamiers, on a le clocher du XIVe siècle qui a été sauvé de la démolition. Le restant de l'édifice est reconstruit de 1640 à 1685. À l'intérieur, de la même manière, le modèle de l'église de la Contre-Réforme, de la Réforme catholique, mais des fenestrages à remplage gothique et un voûtement à la gothique, qui voisine avec de superbes arcatures classiques dans le premier niveau. Donc on a bien l'édifice d'avant, mais actualisé aux normes de ce qu'on attend d'un édifice moderne. À Uzès, où seule la tour fenestrelle ici a été sauvée lors des démolitions protestantes, on fait en revanche un choix architectural qui est le même qu'à Alès, c'est-à-dire un édifice classique à voûte d'ogive, mais regardez les deux niveaux de tribune. Tout va être fait pour la pédagogie des nouveaux convertis, c'est-à-dire des anciens protestants. On va faire en sorte que dans cette cathédrale, la prédication puisse être audible, l'autel puisse être visible, dans un cadre qui rappelle celui des anciens temples protestants qui possédaient systématiquement des tribunes pour resserrer autour de la prédication l'ensemble de l'assemblée, comme le montrent les peintures qui existent et les gravures qui existent de ces temples protestants, comme le temple du Paradis à Lyon, par exemple, qui a été conservé. Et à Uzès, c'est sans doute un des cas les plus marqués qui montre qu'au-delà de la démarche mémorielle, la cathédrale est un outil pastoral de reconquête du terrain spirituel perdu. On va en profiter aussi pour mieux aménager ces cathédrales romanes et gothiques. À Agde, par exemple, on va retourner la direction de la cathédrale. On va placer le chœur là où était la porte, et la porte là où était le chœur, parce que de cette manière-là, on va pouvoir faire entrer les fidèles par la rue principale de la ville, et non plus par le quai qui donne sur l'Hérault. À Saint-Pons-de-Thomières, on a un édifice roman que vous voyez ici. Alors excusez-moi, c'est un petit peu facile de ma part, mais j'ai juste photographié la plaque explicative dans la cathédrale qui était très bien. Vous aviez donc la cathédrale romane, à laquelle on avait adjoint un énorme chœur gothique à la fin du XIIIe siècle. Les protestants détruisent ce chœur gothique. Donc démolition du chœur gothique. Qu'est-ce qu'on va faire au moment de la reconstruction? On va plaquer ici, à la césure entre les deux, une façade classique, et on va plaquer le maître-autel sous l'orgue, adossé à la façade romane qui devient de cette façon-là aveugle. Donc la façade romane ici, elle est désormais derrière le maître-autel. Ça a permis de créer un parvis devant la cathédrale et d'avoir une inscription de la cathédrale dans la ville beaucoup plus rationnelle, beaucoup plus efficace lorsqu'il y a des processions, lorsqu'il y a des prédications. Et donc c'est tout le rapport entre ville et cathédrale qui est changé. Au lieu de tourner le dos à la ville, l'abside, et de s'ouvrir vers le palais épiscopal, elle se ferme vers le palais épiscopal, elle s'ouvre vers la ville. Donc elle devient véritablement un outil au service de la réforme catholique. Parfois, on va quand même choisir de déplacer la cathédrale et de construire ex novo. Parfois ça réussit, parfois ça rate. Ça a raté à Montpellier. Ça a raté à Montpellier par manque de moyens. À Montpellier, la cathédrale Saint-Pierre a souffert
très lourdement des guerres de religion. C'est une cathédrale depuis une date assez récente, depuis 1536. Avant, le siège du diocèse était à Maglone. Cette cathédrale est d'abord saccagée en 1562, les voûtes sont démolies en 1567, et un dessin d'Israël Sylvestre, dont j'ai pas pu trouver de reproduction exploitable, la montre couverte d'arbres, couverte d'herbes folles, et totalement à l'abandon au début du XVIIe siècle. En 1525, l'évêque, lorsqu'il revient de Villeneuve-les-Maglones à Montpellier, trouve l'église dans une situation désastreuse. Son premier choix, c'est de construire une nouvelle cathédrale en faisant dresser une esplanade qui est de l'actuelle place de la Canourgue à Montpellier, pour ceux qui connaissent. On avait là une petite église, l'église Sainte-Croix, qui a été démolie pendant les guerres de religion, dont il reste des vestiges. On va aplatir ces vestiges et réaliser cette grande terrasse, sur laquelle doit être édifiée une cathédrale, non plus dédiée à Saint-Pierre, mais à Saint-Louis. Cette cathédrale dédiée à Saint-Louis, c'était évidemment la reconquête catholique, mais la reconquête royale de la ville, à cause de ce saint patron. En 1628, on va avoir la plateforme qui est réalisée, le projet est dessiné par l'architecte Pierre de Levesville, qui est originaire de Toulouse, si je me souviens bien. On a tous les devis de cette nouvelle cathédrale. On sait qu'elle devait comporter un transept avec un dôme qui culminerait à 46 mètres de haut, 2 tours de façade. On ignore tout de son aspect parce que les dessins joints au devis ont disparu. Donc on n'a plus les dessins, mais on a la description. Et donc c'est un édifice qui aurait eu un développement monumental tout à fait remarquable. On commence donc à ériger les pilastres de soutènement de l'abside, sous laquelle devait être placée une crypte dans laquelle aurait siégé la paroisse Sainte-Croix. Et puis en 1630, devant les difficultés financières, devant la possibilité d'une reprise des guerres de religion de Louis XIII, on va finalement abandonner le projet et on va finalement restaurer au mieux la cathédrale Saint-Pierre. Restaurer au mieux, ça veut dire reconstruire les voûtes, sacrifier le clocher de droite qui n'était plus exploitable, compte tenu de son effondrement, conserver, araser les tours de l'abside. Et c'est finalement au XIXe siècle qu'on va reconstruire le clocher de droite, qu'on va rehausser les tours de l'abside et que Révoil va construire un chœur et un transept de façon à donner à Montpellier une cathédrale à la hauteur de ses nouvelles ambitions. Donc là, la reconstruction sur un nouveau site échoue. À Saintes, on va simplement rapiécer la vieille cathédrale. On n'a pas la possibilité, comme à Montpellier, de rapiécer totalement. Et vous voyez, toujours à Saintes, les arcs-boutants de la nef qui ne boutent plus rien, qui ne soutiennent plus rien, parce que les parties hautes de la nef ont été démolies pendant la guerre de religion et qu'on va construire une nef plus basse par mesure d'économie. Regardez au niveau du transept la hauteur d'origine de la nef. Et à l'intérieur, plus de voûtes, mais simplement des plafonds. Donc on va se contenter d'une cathédrale mutilée en attente de mieux, et le mieux n'arriva jamais. Dans certains cas, comme à Montpellier, donc, on va envisager un transfert, une restauration. À Périgueux, ce qui se passe est évidemment important pour ça. Et vous allez voir qu'à Périgueux, c'est la ville qui va commander. Finalement, c'est l'adéquation de la cathédrale aux réalités urbaines qui va commander la reconstruction. Vous avez ici la cathédrale de Périgueux, Saint-Étienne, dans le quartier qu'on appelle la Cité. Et vous voyez en 1575 sur ce plan, la Cité, il y a la cathédrale, les maisons canoniales, quelques maisons, une enceinte fortifiée, les ruines d'un amphithéâtre et c'est tout. Le cœur vivant de Périgueux, c'est ce qu'on appelle le puits Saint-Front, c'est-à-dire le bourg abbatial, puis canonial, autour de la collégiale Saint-Front de Périgueux. Donc la cathédrale est un édifice qui est mémoire de la cité antique de Périgueux, mais la ville vivante depuis le Moyen-Âge, c'est le puits Saint-Front. En 1576 et 77, la cathédrale Saint-Étienne de Périgueux, qui était une église à fil de coupole, voit démolie sa coupole orientale, voit démolie ses 2 travées occidentales, le clocher est sapé, il en reste finalement les murs de ça et la coupole seulement ici. Donc un édifice en ruine. En 1625,
l'évêque va essayer jusqu'en 1637 de restaurer tant bien que mal le vieil édifice. En 1607, on va restituer cette coupole-là et on va pouvoir reprendre le culte déjà. Bon. Mais en 1625, on va essayer de la reconstruire à l'identique, suivant la formule consacrée, en la même forme et matière. En 1637, cette cathédrale est finie, donc elle retrouve ses 4 travées. Mais voilà, c'est très dur de construire des coupoles comme ça au début du XVIIe siècle, coupoles romanes sur pendentifs. Et tout s'effondre en 1640. Les 2 travées occidentales s'effondrent, sans qu'on ait eu besoin d'action militaire. On recommence en 1647, mais en sacrifiant ces 2 travées en construisant ça. En 1652, les troupes de la Fronde en font une écurie. Et là, l'évêque en a marre, il déménage. Il déménage à Saint-Front. C'est-à-dire qu'on va prendre la plus grande église du quartier le plus dynamique de la ville, et on va transférer les chanoines et l'évêque, on va unir les 2 chapitres, et on va faire de Saint-Front la cathédrale de Périgueux. Et dans le trognon de la cathédrale Saint-Étienne, on va faire une église paroissiale, pour la cité, où 2 fois par an, le chapitre va venir en procession. Donc finalement, on va avoir une adéquation entre la ville et la cathédrale. La cathédrale va aller au centre de la ville, c'est-à-dire qu'on va avoir adéquation entre la ville qualitative et la ville quantitative, pour le coup. Voilà donc pour cette lecture qu'on peut faire. À Montauban, la reconstruction de la cathédrale va être encore un enjeu différent. La cathédrale médiévale était hors les murs. Les protestants la rasent. Lorsque les évêques reviennent à Montauban, ils s'établissent dans l'église Saint-Jacques, qui est ici. Mais à partir de 1681, au moment de la révocation de l'édit de Nantes, l'État va imposer la création d'une nouvelle cathédrale. Non plus ici, mais là, en position dominante dans la ville. Et cette cathédrale, voyez combien elle montre le retour de l'ordre catholique et royal. Cette violence est chromatique. Dans une ville qui est rose, avec des briques et des tuiles romaines, vous allez avoir un toit en cuivre et une église en pierre blanche. Quand on arrive à Montauban, on ne voit qu'elle. Parce qu'elle montre la reconquête, la prise de contrôle royale et catholique d'une ville qui était protestante et autonome. Et la cathédrale de Montauban va être construite par les architectes du roi, François d'Orbay puis Jules Hardouin-Mansart, sur le modèle des églises classiques versaillaises, avec ses tours particulièrement basses. C'est le modèle de Notre-Dame de Versailles, que vous avez transposé ici à Montauban, à l'intérieur avec piles et arcades et pilastres, et également chapelle de communion, comme dans les églises parisiennes, et maître-autel double. Donc là, vraiment, il y a une violence de l'insertion de la nouvelle cathédrale qui vise à créer des nouvelles logiques. À Castres, on a quelque chose de comparable, mais in situ, avec le projet d'une cathédrale de 110 mètres de long à l'emplacement de la cathédrale romane. En fait, seul le chœur a été construit et sert aujourd'hui de nef. Et puis on a des cas particuliers. La Rochelle, par exemple, où l'évêque de Maillezais, en 1646, s'installe dans l'ancien grand temple protestant, dans lequel on va aménager un maître-autel, des stalles et des autels devant le jubé. Mais voilà, il brûle à la fin du XVIIe siècle. Et la nouvelle cathédrale, au lieu de la construire sur la grande place de la ville, on va la construire ici, sur la place d'Armes, là où se trouve la garnison royale. Voilà cette nouvelle cathédrale de Versailles, projetée d'abord par l'agence de Robert de Cotte, puis redessinée par Ange-Jacques Gabriel et achevée seulement au XIXe siècle. Toujours sur le modèle versaillais, avec les tours qui n'ont jamais été achevées. Pour ce qui est des aménagements liturgiques, 2 choix sont possibles. Soit on va revenir à une cathédrale dans laquelle se trouve un jubé, de façon à restituer la dichotomie très forte entre le chœur derrière son jubé, et avec le clergé, et la nef avec les fidèles. C'est le cas à Lyon, voilà le jubé de 1575, après le pillage de 1562. Il est rigoureusement semblable à un jubé médiéval, aussi occultant qu'un jubé médiéval. On ne voit pas plus le chœur après la reconstruction qu'avant la reconstruction. C'est donc une mémoire restituée, une mémoire continuiste qu'on a ici. Les protestants ont détruit le jubé, on refait le jubé. À la cathédrale du Mans, on a encore comme porte de sacristie la porte centrale du jubé de 1610, qui était absolument comparable. Dans d'autres églises, en revanche, on fait le choix d'un chœur dit à la romaine. C'est le cas à Montauban,
où on va choisir de placer le maître-autel ici, entre les fidèles et le clergé. Et ça, c'est ce que souhaitaient la plupart des évêques au lendemain de la Réforme catholique, que les fidèles, surtout les nouveaux convertis venant du protestantisme, puissent continuer à avoir un contact visuel avec le lieu de célébration de l'Eucharistie. Donc, dans la plupart des cathédrales du Sud, quand il y a eu longtemps une interruption du culte et que les chapitres sont petits et mal organisés, on va généralement avoir un autel à la romaine. Mais dans le nord de la France et dans les grandes cathédrales, quand le chapitre est riche et puissant, il va généralement arriver à imposer que l'autel reste au fond du chœur et qu'on ait toujours un jubé pour séparer clerc et laïc. Quelques cas sont également particuliers. Alors évidemment, ce n'est pas la France au XVIe siècle, mais c'est Strasbourg. À Strasbourg, ce sont les luthériens qui avaient conservé le jubé, puisque de toute façon, ils n'utilisaient pas le chœur. Et donc, vous avez ici la table pour la Sainte Seine protestante dans la nef et les bancs de la prédication. Et c'est les catholiques qui, en 1681, lorsqu'ils récupèrent la cathédrale, une fois l'annexion de Strasbourg à la France, qui vont démolir le jubé médiéval pour construire un maître-autel à la romaine. Donc vous voyez que c'est... Donc les protestants, dans la rupture religieuse, avaient la continuité monumentale. Les catholiques, dans la mémoire de l'usage religieux de l'édifice, ont la rupture monumentale. Donc les logiques sont particulières. Et venons-en maintenant au second traumatisme dont je vous parlais, la Révolution française. La Révolution française, pour laquelle, et c'est sans doute révélateur, nous n'avons que très peu d'iconographie représentant la démolition des cathédrales. Comme si on avait voulu oublier ce moment où les villes ont démoli des édifices gothiques majeurs qui, au XIXe siècle, auraient pu faire leur gloire patrimoniale. Mais en même temps, s'il n'y avait pas eu la Révolution, est-ce qu'on aurait eu autant de goût pour les monuments du Moyen-Âge? Peut-être pas, suivant les mêmes modalités. En tout cas, la seule image d'une cathédrale en démolition, je l'ai trouvée à Liège, en actuelle Belgique, mais Liège, en 1793, c'est la France. Ça fait partie des territoires annexés par la France et dans lesquels la cathédrale a été démolie. Et voilà à quoi ressemble cette sorte d'anti-chantier cathédrale. Tout comme au XIIIe siècle, on avait eu des édifices qui progressivement s'élevaient dans le ciel des villes, de 1793 jusqu'à 1825 parfois, on a les édifices qui, au contraire, réduisent dans l'espace monumental progressivement au gré de la pioche des démolisseurs et au gré de la vente des matériaux des spéculateurs. Alors, pourquoi est-ce qu'on a démoli des cathédrales à la Révolution? On les a démolies d'abord parce qu'elles n'ont plus d'usage, parce qu'on a supprimé des diocèses. Dans certains cas, dans la ville, la cathédrale va devenir église paroissiale, ça la sauve, c'est pour ça qu'on a la plupart de nos anciennes cathédrales. Mais dans quelques cas, la ville ne va pas utiliser la cathédrale, mais une autre église. Soit que la cathédrale serait d'un entretien trop coûteux, soit que la cathédrale est dans un tel état de délabrement que finalement, mieux vaut être ailleurs. En 1793, on a la suppression du culte. Et là, on a un problème de propriété de la cathédrale. Appartient-elle à l'État? Appartient-elle à la mairie? En tout cas, si elle appartient à l'État, au moment de la suppression du culte, elle peut rester sans usage. Et en 1795, rien n'oblige l'État à ce que le culte se tienne dans la cathédrale du moment qu'il y a une église qui peut servir pour le culte catholique au sein de la ville. Et c'est ce qui s'est passé à Arras et à Cambrai notamment. On va aiguiller, au moment de la reprise du culte, le clergé vers d'autres églises parce qu'on a déjà des marchés avec des spéculateurs pour transformer les deux cathédrales en gigantesques carrières de pierre. Donc si le culte reprend, il n'a qu'à reprendre ailleurs, rien n'oblige à ce qu'il reprenne là. Et à Notre-Dame de Paris, on est passé très près de la vente en 1795, d'ailleurs. Donc la démolition, c'est avant tout soit parce qu'il n'y a pas d'usage, soit parce qu'il y a danger, parce que l'édifice était déjà mal entretenu et qu'il a été encore plus, soit parce qu'il est en mauvais état. Dans 2 lieux, on a démoli les cathédrales sans les reconstruire. Enfin, dans 2 lieux, entre autres. Ou du moins sans reconstruire une église qui compensa la destruction de la cathédrale. Parce que souvent, on va voir qu'on a une église, entre guillemets, compensatoire, qui, même s'il n'y a pas eu recréation du diocèse dans la ville, va rappeler qu'il y a eu à cet endroit-là une cathédrale. Premier cas de démolition totale de la cathédrale, c'est Arras. On retrouvait à Arras, c'est pas pour rien qu'Arras c'est la ville de Robespierre, on n'a plus une seule église médiévale à Arras. Vous avez donc à Arras un doublet urbain
entre un bourg abbatial et une cité à proprement parler, qui, comme à Périgueux, a joué en défaveur de la cité et de la cathédrale. Vous avez ici l'abbaye Saint-Vaast et le bourg abbatial d'Arras, au sein duquel s'est établie la Grand Place, la place du Grand Marché, au sein duquel s'est établi le beffroi avec l'hôtel de ville, parce que les abbés étaient plus accommodants que l'évêque sur leurs censives, et la cité, là où était la ville antique, dominée par l'abbaye, vous voyez que finalement, même si elle a ses propres murs, elle est largement pas urbanisée à la fin du XVIIIe siècle. Tout ça, c'est des champs, enfin c'est des vergers, des jardins, des fondations religieuses. Même si le siège de la ville officiellement est là, en réalité c'est un faubourg. Elle a le statut de ville. Quand la Révolution arrive à Arras, on a donc cette cathédrale Notre-Dame de la Cité, ici. Et en 1790, lorsque le diocèse constitutionnel est constitué, l'abbatiale Saint-Vaast, évidemment, le monastère est supprimé. L'évêque constitutionnel d'Arras va refuser de s'installer dans la cathédrale médiévale. Il va exiger de s'installer dans l'ancienne abbaye Saint-Vaast, dont l'église vient d'être reconstruite sous la direction de Contant d'Ivry. C'est donc une grande église à colonnes du XVIIIe siècle, tout à fait conforme au modèle de l'église, de ce qu'on attend de l'église au XVIIIe siècle. Et donc il va délaisser sa cathédrale, ce qui va lui porter un coup fatal. En 1793, elle est totalement désaffectée au culte, on en avait quand même fait une paroissiale. En 1795, on la rend au culte, mais on va quand même la vendre en 1798 à un spéculateur qui vient de Hollande, c'est un Hollandais qui l'achète, et qui va la démolir. Donc elle est fermée d'abord par sectarisme et ensuite par bureaucratie. Quand Bonaparte, je ne sais pas si c'était avant ou après son sacre, mais quand Napoléon Bonaparte visite Arras en 1804, il est scandalisé par les ruines, disant que c'est inadmissible de laisser des trognons d'édifices gothiques comme ça, il impose qu'on rase tout. Et donc, la cathédrale est rasée. On en conserve la mémoire par le plan relief de la ville d'Arras, vous la voyez donc ici, et par certains dessins de la fin du XVIe siècle. Donc c'est un édifice avec un transept très développé. Et finalement, qu'est-ce qu'il en reste de cette église aujourd'hui? Il reste l'évêché, qui était à proximité. Il reste une église paroissiale, mémorielle, reconstruite à partir de 1821 en style néoclassique, sur les fondations du transept de la cathédrale par mesure d'économie. Donc vous avez ici l'ancienne cathédrale d'Arras et l'actuelle église Saint-Nicolas, ici, dont le maître-autel est situé à l'emplacement de la croisée du transept de la cathédrale et dont le péristyle, le portique néoclassique, est situé à l'emplacement de la façade nord avec ses deux tours ici. Donc on a un vide laissé par la cathédrale, partiellement comblé par une église. Donc le culte continue sur l'emplacement de la cathédrale, même si évidemment, monumentalement parlant, on est de l'ordre du quart du total à peine. Et stylistiquement parlant, on est aux antipodes. À Cambrai, autre édifice majeur du gothique du nord de la France. Une flèche de 110 mètres de haut, un édifice de 140 mètres de long, presque aussi long que la cathédrale d'Amiens, 2 campagnes de construction et un transept absidé comparable à ceux de Noyon et de Soissons. C'est-à-dire qu'on a ici une perte très importante pour l'histoire de l'architecture gothique dans le nord de la France. La cathédrale occupe le centre de la ville. Et là encore, l'évêque constitutionnel va dans un premier temps s'installer dans la cathédrale. Mais voilà, il en est chassé en 1793. Et en 1801, au moment du rétablissement du diocèse, la cathédrale a été vendue. Elle est vendue en 1798 à un marchand de pierre. Et l'évêque, en 1801, va s'installer dans l'ancienne abbaye du Saint-Sépulcre, qui est située, si je me souviens bien, ici, et c'est l'actuelle cathédrale de Cambrai. Que va devenir cette cathédrale? Dans un premier temps, il y a un projet de transformer le clocher en monument à la gloire de Fénelon. On a en 1809 un architecte qui propose la transformation de cette flèche en une sorte de monument néoclassique. On aurait ici 2 colonnes géantes, on aurait ici un obélisque à la place de la flèche. Le seul problème, c'est qu'on a commencé à démolir la nef. Il reste des pans de murs jusqu'en 1825. En 1825 est publiée, pensez, la première monographie sur l'église gothique qu'on vient de démolir. Et
ce monument, ce clocher qui aurait pu servir de monument à Fénelon, évidemment, il n'est contributé par rien, et en 1809, il s'effondre sur lui-même, privant Arras du plus haut de ses clochers. Et en compensation au XIXe siècle, on va construire un grand clocher néo-Renaissance à la nouvelle cathédrale dans l'église du Saint-Sépulcre, qui est une église du XVIIe siècle, qui est ici. Bon, mais en tout cas, effacement de la cathédrale. Et qu'est-ce qu'elle devient? À la différence d'Arras, où on a encore cet espace vide à l'emplacement de la cathédrale de Cambrai est en partie occupée par un lycée, le lycée Fénelon, et en partie occupée par une place qui n'a plus du tout la forme de la cathédrale. La place, le côté ouest de la place coupe la cathédrale au niveau de son transept, et vous n'avez donc plus rien qui permette sur une photographie aérienne de repérer l'emplacement de la cathédrale de Cambrai. Elle a été totalement effacée du maillage urbain, à la différence donc d'Arras où il reste quand même ce vide. Dans d'autres villes, on va assister soit à un effacement total, soit à une compensation de la cathédrale. À Avranches, la cathédrale était située sur l'extrémité du plateau, avec l'évêché situé à côté, avec les fortifications urbaines. C'était une église romane pour ses tours et gothique pour l'ensemble de son vaisseau, qui déjà, à la fin de l'Ancien Régime, posait un certain nombre de problèmes de stabilité. En 1792, le curé constitutionnel a une idée géniale qui est de démolir le jubé. Sauf que le jubé, dans une église déjà fragile, étressillonnait, consolidait le vaisseau central. Et en 1794, une partie des voûtes s'effondre, alors que la cathédrale ne sert à rien. La mairie va donc faire démolir, dans un premier temps, la cathédrale en 1812. On va garder les tours, et puis les tours, finalement, vont être démolies elles aussi. Voilà l'état de la cathédrale à la fin de l'Empire. Et voilà aujourd'hui l'emplacement de la cathédrale d'Avranches. Une esplanade sans rien. Le diocèse d'Avranches ayant été supprimé en 1790, la ville d'Avranches sent la perte du diocèse et la perte de la cathédrale comme un manque. Le résultat, c'est qu'on va construire, à partir de 1845, une grande église. Et je vous donne ici la comparaison entre la façade de l'ancienne cathédrale et la nouvelle église Notre-Dame-des-Champs, 1845-1855. On voit qu'il y a dans la ville d'Avranches la volonté d'avoir une église à 2 tours qui puisse, vue de loin, donner l'idée d'une cathédrale. Et donc, on a une fonction compensatoire manifeste dans cet édifice. Cette fonction compensatoire, on la trouve dans d'autres villes qui ont perdu le statut d'évêché en 1790, qui ne l'ont pas retrouvé en 1801 et dont la cathédrale a été démolie. Premier cas, Mâcon, l'ancienne cathédrale Saint-Vincent, dont il reste aujourd'hui le porche, qui est situé de l'autre côté, la façade et les 2 tours. Le parking qui est ici est à l'emplacement du chœur et de la nef. Vous avez ici donc une partie vitrée, puisqu'il y a un musée archéologique aménagé dans la première travée de la nef, dans le narthex et dans le porche. Cette cathédrale de Mâcon la perte de cette cathédrale de Mâcon va être doublement compensée. Mâcon n'est plus diocèse depuis 1790, et surtout Mâcon n'a plus de grande église. En 1809, Napoléon va faciliter la construction à Mâcon d'une église Saint-Napoléon, rebaptisée ensuite Saint-Louis, rebaptisée ensuite Saint-Vincent. La voici, cette église néoclassique de 1809. Par le titre de Saint-Napoléon, elle commémore Napoléon. Par le titre de Saint-Louis, elle commémore les Bourbons. Mais quand on lui accole le titre de Saint-Vincent, c'est le titre de l'ancienne cathédrale. Et aujourd'hui, elle a le titre de co-cathédrale du diocèse d'Autun. Donc cette église néoclassique fait mémoire du titre cathédrale, Saint-Vincent, et a valeur de co-cathédrale pour le nouveau diocèse. Néanmoins, elle ne pouvait pas prétendre à faire mémoire archéologique de ce qu'était l'ancienne cathédrale. La mémoire archéologique, elle intervient avec la construction de l'église de l'église Saint-Pierre en 1859, dont les tours octogonales sont une reprise des tours octogonales de la cathédrale. Évidemment, sans le couronnement gothique flamboyant, mais avec un couronnement supposé avoir été le couronnement roman, non pas avec des baies étroites gothiques, mais avec des baies romanes. En tout cas, on a vraiment l'idée que l'église de 1859, c'est la restitution
dans le profil urbain de ce qu'aurait eu la cathédrale romane si elle avait été achevée à l'époque romane et si elle n'avait pas été détruite. Et on l'a dédié à Saint-Pierre, évidemment, le prince des apôtres, le successeur, le prédécesseur des papes, dans un souci très ultramontain. Donc vous voyez deux façons de restituer la mémoire à Mâcon, par le titre ou par la forme de la cathédrale détruite. À Boulogne, Camille Anlard a proposé ici une restitution de la cathédrale Notre-Dame qui était située dans la ville basse de Boulogne. Elle était exactement ici, si je me souviens bien, cette cathédrale de Boulogne. C'était une ancienne abbaye promue au rang de cathédrale, si je me souviens bien. Vous avez ensuite la ville haute, la ville fortifiée, la haute ville. Cette cathédrale est démolie à la Révolution. Et lorsqu'on va vouloir reconstruire un édifice qui a les dimensions de cathédrale et qui a le titre de Notre-Dame à Boulogne, on ne va pas le faire dans la ville basse, on va le faire dans la ville haute, de façon à donner à cette église Notre-Dame une visibilité bien plus grande. La voici, un édifice étonnant construit à partir des années 1850 par un curé architecte, qui est un des rares édifices néoclassiques. C'est-à-dire qu'on va reprendre les principes de soufflot, mais avec des fils de coupole. Et surtout, on va construire cette coupole absolument incroyable sur la grande chapelle de la Vierge qui est située derrière l'abside de la cathédrale. Bon, l'idée était qu'on puisse la voir depuis l'Angleterre. Bon, je ne sais pas si c'est en tout cas comme ça qu'elle a été vendue aux gens qui étaient censés la financer. Et donc c'est dans la ville haute, en position éminente, qu'on va avoir cet édifice classique qui redonne un rang spirituel à la ville de Boulogne après la démolition de sa cathédrale. Dans d'autres cas, comme à Agen, on va faire cathédrale une ancienne collégiale médiévale, une ancienne autre église. La cathédrale d'Agen a été démolie à partir de 1793. On y aménage un marché jusqu'à la Restauration et on rase tout en 1836. L'évêque s'installe à partir de 1801 dans l'ancienne collégiale Saint-Caprais. Et là, c'est la réalisation, à partir des années 1840, d'un décor polychrome dans la collégiale Saint-Caprais, devenue cathédrale, qui va lui conférer son statut de cathédrale. Elle n'a pas de légitimité historique, elle n'a pas des dimensions de cathédrale, et c'est la polychromie et l'inscription dans la succession des saints locaux qui va donner son statut à l'édifice. Ou parfois, quand la cathédrale est mutilée, on va se contenter de ce qu'il en reste. C'est le cas à Tulle, où le chœur s'effondre en 1794 et déblayé jusqu'en 1796. On va se contenter d'un mur de clôture en ne conservant que la nef, qui aujourd'hui sert de cathédrale, avec les aménagements post-Vatican II que vous voyez ici. Le restant de la cathédrale a disparu. En guise de conclusion, finalement, il faut remarquer qu'au XIXe siècle, les cathédrales n'ont pas connu de vague de reconstruction comparable à celle du XVIIe. C'est-à-dire que la cathédrale, les nouvelles cathédrales n'ont pas été promues comme outil militant d'une rénovation spirituelle, d'une rénovation liturgique. La grande mutation liturgique du XIXe siècle, c'est la romanisation des liturgies françaises, et cela s'opère paradoxalement à travers la création d'un mobilier néo-gothique ou d'un mobilier néo-roman ou d'un mobilier romano-byzantin, et non pas dans la création d'un mobilier nouveau. Dans les cathédrales nouvelles du XIXe siècle, on va avoir une lecture un petit peu plus prégnante de ces réalités-là, notamment dans la nouvelle cathédrale de Marseille, qui est l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture religieuse du XIXe siècle. Mais il s'agit là non pas d'une reconstruction après démolition, mais d'une reconstruction volontaire en lieu et place de la nef de l'édifice roman et de façon à ouvrir la cathédrale sur le port et au-delà sur la Méditerranée et sur l'Orient. Ce n'est donc pas notre propos que de traiter de cette reconstruction-là. En revanche, le XXe siècle en France a apporté un cortège de démolition aux cathédrales et l'idée de la reconstruction de la cathédrale va, là encore, poser question. Dans certains lieux, les questions ne se sont pas posées au XXe siècle. On restaure, on restitue à l'édifice ce qu'on peut de son aspect d'origine. C'est ce qui s'est passé à Rouen, par exemple. C'est ce qui s'est passé dans la plupart des cathédrales martyrs de Normandie.
Dans aucune cathédrale, on a fait le choix, comme à Saint-Lô, de garder les parties gothiques les mieux conservées et de reconstruire de façon contemporaine les parties totalement détruites et de laisser la façade en ruine. Dans aucune cathédrale, on a eu cette idée-là. En revanche, à 2 reprises, on a réfléchi à quoi faire du bâtiment. Le premier cas, c'est Reims. Cathédrale martyrisée en 1914 puis en 1917 par les Allemands qui souhaitaient abattre ce lieu identitaire de la France, ce lieu identitaire de la monarchie française. Et donc, la cathédrale en ruine au lendemain des hostilités voit s'affronter 2 idées. La première idée, c'est que la cathédrale doit rester en ruine pour devenir un mémorial de la Grande Guerre. Un mémorial de la, entre guillemets, tel qu'on l'appelait à l'époque, la barbarie allemande. Et puis, vous avez, au contraire, l'idée que la cathédrale doit redevenir une cathédrale, doit être restaurée en son antique forme. Et vous voyez le débat qui est différent par rapport au XVIe siècle, et même par rapport au lendemain de la Révolution. Cette fois-ci a été escamotée du débat l'idée de reconstruire une cathédrale contemporaine à Reims. L'idée qu'on puisse raser la cathédrale, au moins dans les parties les plus abîmées, et reconstruire une nouvelle cathédrale fonctionnelle. C'est-à-dire que soit, si on restitue un lieu de culte, c'est le lieu de culte précédent avec toute sa valeur artistique. Si au contraire on a un mémorial, on patrimonialise les ruines et on garde l'authentique, entre guillemets, de la cathédrale, c'est-à-dire la cathédrale dans son dernier état avec ses restaurations au XIXe siècle. C'est finalement l'architecte Deneux qui va restaurer la cathédrale de Reims en restituant, dans la meilleure des façons possibles, les éléments démolis. À Saint-Dié-des-Vosges, en 1945, les Allemands font sauter la cathédrale. Cette cathédrale de Saint-Dié est une cathédrale romane à façade classique qui a été promue au rang de cathédrale au XVIIe siècle et elle est dans un état de ruine avancée. Saint-Dié, c'est la ville que Le Corbusier aurait dû reconstruire. Mais l'opposition des habitants de Saint-Dié à cette reconstruction radicale fait que finalement, Le Corbusier n'a pas pu avoir sa ville à cet endroit-là. Le Corbusier avait 2 idées pour la cathédrale, 2 possibilités. Il a évoqué tout d'abord la possibilité de greffer une nouvelle cathédrale dans les ruines de l'ancienne, ou bien de faire de la cathédrale restaurée à l'identique le seul témoin du passé à Saint-Dié, dans une ville où le tracé viaire aurait été totalement modifié. Finalement, les habitants de Saint-Dié ont eu leur cathédrale reconstruite à l'identique et n'ont pas eu leur ville à la Le Corbusier. Néanmoins, à l'intérieur de la cathédrale de Saint-Dié, ce qui est intéressant, c'est que la reconstruction tardive de la cathédrale, qui a été inaugurée seulement dans les années 1970, a permis la mise en place d'un ensemble de vitraux, d'un ensemble de mobilier liturgique qui répondent aux prescriptions du Concile Vatican II, sans patrimonialisation du maître-autel ancien. Et donc là, on a quelque chose d'assez proche de ce qui s'est passé après les guerres de religion. La cathédrale est réouverte avec de nouvelles normes pastorales. Mais on peut difficilement faire d'études sérielles sur ce cas, étant donné qu'on a un seul cas, là où on en avait une vingtaine au lendemain des guerres de religion. Et finalement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est de savoir si dans ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, dans les destructions du patrimoine religieux dans le monde, qui touchent essentiellement les terres d'affrontement entre islam et christianisme dans les Balkans, et entre islam radicaux et islam traditionnel ailleurs dans le monde. Peut-on, par exemple, envisager une reconstruction des mausolées de Tombouctou si l'islam, qui est l'islam traditionnel d'Afrique de l'Ouest, qui utilise ces mausolées, cède le pas à l'islam radical venu du monde des pétromonarchies? Peut-on patrimonialiser un édifice de culte à partir du moment où il ne répond pas aux attentes spirituelles de la population locale et où il n'y a pas de place pour une patrimonialisation, pas de place suffisante pour une patrimonialisation désacralisante de l'édifice? Peut-on faire des mausolées de Tombouctou des lieux où il n'y ait plus de pratiques religieuses et qui soient respectés par un islam radical qui aurait gagné la place? C'est très difficile à concevoir aujourd'hui, sauf à imaginer effectivement que tout ça soit pensé à l'échelle d'un patrimoine de l'humanité. Et c'est au nom de cela qu'on a pu traduire en justice les auteurs des démolitions de ces mausolées de Tombouctou.
mais on n'a pas traduit en justice les princes saoudiens qui ont démoli les mausolées historiques de la Mecque depuis les années 1980. Là encore, les contextes sont très différents. Aujourd'hui, en Europe, donc, ces questions semblent apaisées, du moins dans l'idée d'une démolition par affrontement religieux, mais elles rejaillissent lorsqu'il n'y a plus d'usage des églises. Aujourd'hui, la démolition des églises peut intervenir, dans certains cas, lorsqu'il n'y a plus usage cultuel et lorsque l'usage patrimonial ne peut pas venir suppléer à l'usage cultuel. Le cas le plus manifeste, c'est la démolition de Saint-Jacques à Abbeville en 2014. Une des plus grandes églises gothiques du Nord-Pas-de-Calais a été mise à bas par la mairie, qui n'a pas souhaité entreprendre une démarche de restauration pour un édifice non classé. Et donc aujourd'hui, vous avez un square dans lequel est inscrit le plan de l'édifice et dans lequel une tour de l'horloge va récupérer les cloches de l'ancienne église. Donc on a une démarche qui aujourd'hui intervient non pas par une anti-sacralité, non pas par une sacralité différente, mais par un vide de sacralité. Et manifestement, l'usage culturel des lieux ne semble pas justifier, aux yeux de la municipalité d'Arras, qu'on dépense 3 millions d'euros pour restaurer une église du XIXe siècle. Oui, d'Abbeville, excusez-moi. Arras, c'était il y a 2 siècles que la chose avait lieu, mais effectivement, on est dans le même département. Donc, aujourd'hui, c'est encore une fois par une pensée globale de l'usage ou du non-usage cultuel des édifices que cette question doit être abordée. En tout cas, que doit-on construire en lieu et place des églises ? Une chapelle plus petite pour avoir une mémoire cultuelle, un espace urbain partagé où il y a une trace mémorielle de l'édifice de culte. Ce sont des débats finalement intéressants, stimulants, et qui sont, je crois, à replacer dans le temps long. Ce ne sont pas seulement les débats du temps actuel, ce sont des débats qui traduisent le débat de fond sur la place des édifices sacrés dans l'identité monumentale, dans l'identité spirituelle, dans l'identité culturelle de la France, au moment où le pays connaît des basculements religieux. Je vous remercie.